Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce lundi, après la célébration de l'Eid el-Fitr marquant la fin du Ramadan, hier dimanche, les Ivoiriens ne boudent pas leur plaisir. Ce lundi déclaré férié, nous avons retrouvé certains au bord des plages. Nous vous offrons ce soir une visite touristique à Dembokro, une localité aux potentiels énormes mais très peu valorisée. Nous irons notamment au cimetière des Martyrs où des Ivoiriens ont été enterrés dans une fosse commune en 1950. En France, c'est l'affaire dont parle toute la presse et la sphère politique ce lundi. Marine Le Pen, la leader du Rassemblement national, est pour l'instant inéligible à la présidentielle de 2027. La justice l'a reconnue coupable de détournement de fonds publics et complicité dans le dossier des assistants d'eurodéputés du Front national. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h50 et vous faites toujours bien. La liste électorale provisoire est toujours au cœur des débats. Cette fois, c'est le Front populaire ivoirien qui dénonce un manque de transparence et d'équité. Le parti d'Afin Guessan affirme que 6 millions d'électeurs se seraient indûment inscrits sur la liste électorale. Thiemé Dandier, Tanguy Conan. Cocody de Plateau. Siège du FPI, Front populaire ivoirien. À l'intérieur, face à la presse, deux cadres de la direction du parti. Venu exposer les préoccupations de la formation dirigée par Pascal Afin Guessan relativement à la liste électorale provisoire, remise aux forces politiques et sociales du pays le 17 mars dernier. Rapport d'analyse en main, le vice-président chargé des politiques d'intégration met en épingle plus de 6 millions de cas d'irrégularité, dont des inscrits enregistrés sous des mentions estimées vagues, telles que inconnus, non déclarés ou indéterminés. Sur 8 millions d'électeurs que nous avons sur cette liste provisoire, il y a 6 millions qui sont en porte-à-faux avec ce que la loi demande. Et en 2023, c'était 2 millions sur 8 millions. Et tous ces éléments, nous allons les remettre à la CI sur clé USB parce qu'on les a. Face à la multiplicité des cas de dysfonctionnement allégués soulevés, le parti donne de la voix, appelant l'institution électorale du pays à valider sa solution, un audit indépendant de la liste électorale. Il faut un audit indépendant pour peut-être invalider tout ce que nous avons trouvé là. Parce que c'est un travail que nous avons fait. Si des gens estiment que ce n'est pas vrai, que c'est faux tout ça, il n'y a pas de problème. L'expert indépendant viendra aussi et nous aussi, on sera là et puis on va confronter les analyses. Le contentieux, faut-il le rappeler, concerne les cas d'inscrits décédés, les déchus de droits civiques et politiques et ceux qui n'ont ni l'âge ni la citoyenneté ivoirienne. Cette étape vise à la correction des personnes dûment enrôlées et qui ne figurent pas sur la liste, la correction des mentions personnelles d'un électeur inscrit. Il s'agit notamment de rectifier des mentions erronées sur les noms, prénoms, sexe, date de naissance, profession, résidence et numéro d'électeur. Les étudiants membres du club UNESCO de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody étaient à l'école du civisme et de l'engagement citoyen à travers une formation pratique sur les programmes et les valeurs du civisme et de la citoyenneté. Cette association entend faire de la jeunesse estudiantine des acteurs de paix et de la non-violence, cela dans un contexte préélectoral dans notre pays en 2025. Thiemé Dandier, Tanguy Conan. Amphi F de la faculté de droit de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Y sont réunis des étudiants membres du club UNESCO de ce temple du savoir. Tous à l'école du civisme et de l'engagement citoyen. Une activité de formation à l'endroit de ces jeunes dont contexte, enjeux et résultats sont déclinés. Nous sommes avant les élections et les étudiants, surtout quand ils sont pairs formateurs, ça veut dire qu'ils sont quelque part des leaders ou ils veulent se positionner comme des leaders. Et c'est une bonne chose. Et donc, ils sont équipés pour pouvoir aller impacter les autres à travers d'abord l'incarnation des valeurs qu'ils ont reçues. Par exemple, l'étudiant d'aujourd'hui qui a participé à la formation, qui sait que respecter une autorité qui incarne une institution est un principe fondamental du civisme. Non seulement lui-même, il peut appliquer cela, et en l'appliquant, impacter son milieu immédiat. Nous avons compris qu'il était indéniable pour nous, club qui œuvre pour la promotion de la paix, de commencer cette autocensure-là par nous-mêmes, étudiants. Et donc nous avons décidé dans un premier temps de pouvoir apporter aux étudiants cette formation qui nous renforce les capacités en termes d'éducation civique, qui nous permet de pouvoir véritablement respecter l'institution qu'est l'université,
les infrastructures que nous avons et les maîtres qui nous donnent la connaissance. Cette activité avait pour but de nous montrer le comportement que le citoyen doit avoir envers son pays, sa patrie, et puis quel comportement adopter quand nous sommes en public, dans un lieu ou avec d'autres personnes hiérarchiquement plus élevées que nous. J'ai pu apprendre beaucoup sur le civisme, chose que j'ignorais. On nous a appris comme ça à faire la différence entre la devise, la patrie et certaines autres choses que nous pensions déjà connaître. Cette activité, faut-il le souligner, a été dispensée par la direction du civisme, du ministère en charge de la jeunesse et du service civique. Les participants sont appelés à être les pairs formateurs d'un programme, appelé à être implémenté dans les autres universités où sont ouvertes des sections du club UNESCO. En 1950, des paysans ivoiriens étaient assassinés et enterrés dans une fosse commune alors qu'ils luttaient pour leur épanouissement et leur indépendance. Ils reposent tous au cimetière des Martyrs à Dembokro. C'est justement dans cette ville que je vous amène en tourisme ce soir. Une ville chargée d'histoire dont les potentiels touristiques sont hélas inexploités. Dans la capitale du Nzi, les traces du soleil des indépendances sont encore très visibles. Nadia Ija et Eric Kimo. Dembokro, ville située dans le centre du pays. Quartier commerce, non loin du marché. Ce carrefour à l'aspect banal renferme l'un des secrets de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ici a débuté une marche anticoloniale pour la libération de Koné Samba Ambroise, secrétaire général de la sous-section du PDCI RDA du Nzi, qui avait lancé un appel au boycott des produits occidentaux. Le 30 janvier, tout le monde a convergé vers Dembokro pour tenter d'aller le libérer de la prison où il était. Et donc, il y a une haie des soldats qui s'est formée là pour empêcher la progression des manifestants. Ils sont affrontés sur ce carrefour. Il y a eu des morts. Ceux dont les corps n'ont pas pu être emportés, qui sont restés ici, ont été emmenés pour être enfouis dans une fosse commune à la sortie de la ville à Chrétienville. Ces corps entassés dans une fosse commune seront exhumés puis enterrés dignement à la faveur de la fête d'indépendance tournante qu'a abrité la ville en 1975. C'est ici, sur cet espace qui porte depuis lors le nom de cimetière des Martyrs, que reposent ces victimes de la colonisation. C'est un ensemble de 23 tombes, 23 personnes qui ont pu être reconstituées, en tout cas les ossements ont pu être reconstitués pour pouvoir donner ces sépultures que vous pouvez voir. C'est un symbole de la résistance africaine. C'est un symbole de la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ici reposent toutes ces personnes-là qui sont décédées. Donc ce lieu représente une mémoire. À quelques kilomètres de là, un autre stigmate de la colonisation. Une stèle commémorative construite pour rendre hommage aux anciens combattants. Ces vaillants hommes qui ont prêté main forte à la France pendant les 2 guerres mondiales. Siège de l'administration coloniale dans la région, Dembokro abritait la résidence du commandant de cercle. Dans cette maison ancienne à l'architecture imposante, une petite fenêtre aiguise curiosité et attention. Elle donne sur le pénitencier de l'époque. Faire ici au moins 24 heures, c'est-à-dire sans manger, sans boire. Moi qui ne suis pas à grand détail, 1m62, je ne peux même pas me mettre debout. À plus forte raison, les personnes qui sont d'une corpulence beaucoup plus chaude. Donc figurez-vous que tu dois passer toute une journée dans ce lieu-là. Je pense que quand il sort de là, la leçon est vraiment, elle est rentrée. À l'intérieur de ce cachot, avec peu de lumière et d'air, une autre salle attendait de recevoir les plus récalcitrants. Comme seule source d'éclairage et d'aération, ces petites fenêtres. Après la maison du commandant de cercle, la visite se poursuit dans cet hôpital. Cette bâtisse était autrefois la résidence du père de l'indépendance ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, alors qu'il occupait son premier poste dans l'administration en tant que médecin. Fortement marqué par la colonisation et la présence du premier président de la Côte d'Ivoire, Dembokro a également vu naître un autre illustre fils du pays, le président actuel de la République, Alassane Ouattara. C'est dans cette école qui porte aujourd'hui son nom qu'il a fait ses classes. En ce temps, c'était une école régionale. Une école régionale, c'était une école d'élite. Voilà, il fallait avoir une certaine moyenne pour pouvoir être admis ici. Donc c'est dans cette école-là que l'actuel président a fait l'école aussi. Il y a heureusement le bâtiment où il a fréquenté est encore là.
Si l'essentiel à voir à Dimbokro est basé sur l'histoire, la ville dispose aussi de plusieurs atouts culturels, dont la gastronomie locale. Autant de points qui contribuent à un regain de l'activité touristique ces dernières années. De plus en plus, les Ivoiriens veulent s'imprégner, n'est-ce pas, de leur histoire. Parce que c'est leur histoire. Donc il faut parcourir donc, ce circuit-là pour pouvoir vivre l'histoire, n'est-ce pas, de nos ancêtres. Il y a une organisation autour de Dimbokro, dont entre autres des festivals qui sont organisés. Donc vous verrez à partir du mois d'avril jusqu'en août, il y a des festivals qui font revenir du monde à Dimbokro. Et quand ce monde-là revient à Dimbokro, ils mettent donc l'accent sur le volet touristique. Conséquence de cette activité touristique qui se développe, l'amélioration de l'offre hôtelière. Donc on a assisté donc ces 2 dernières années à l'augmentation, n'est-ce pas, de la capacité en termes d'hébergement à Dimbokro. Nous sommes partis donc depuis les années, on va dire 2018, avec 283 chambres. Nous sommes aujourd'hui à Dimbokro avec près de 592 chambres. Si un détour dans le chef-lieu du Hunzi permet de se rafraîchir la mémoire sur la lutte menée pour acquérir l'indépendance, il reste encore beaucoup à faire pour positionner la ville comme un site touristique incontournable. Les initiatives des promoteurs touristiques, appuyées par la volonté politique, devraient permettre d'atteindre le but recherché et redorer le blason de celle qu'on surnomme la cité du bonheur partagé. Ce lendemain de Ramadan, vous êtes nombreux à avoir privilégié le repos, mais loin de vos domiciles. Plusieurs Ivoiriens ont passé ce jour férié à Bassam, au bord des plages, les pieds dans l'eau, et profitant du beau soleil de ce lundi, ils étaient en famille pour certains ou seuls pour d'autres. Nikema Moussa, Féligence Kissiedou. Plage Félicia, commune de Port-Boué. Dans l'eau, sous les tentes ou en plein air, ces visiteurs profitent du férié de ce lundi, lendemain de la célébration de la fête de Ramadan. Le programme est simple, profiter du soleil et des vagues. J'ai décidé de venir m'amuser un peu à la plage parce que souvent, même les dimanches, les week-ends, on vient ici pour s'amuser. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de venir seule. On est venu au bord pour venir s'amuser un peu, pour remercier le bon Dieu, pour cette grâce dans la santé, dans la joie. C'est pour juste venir faire des vues, quoi. Je suis là, pas me laver. Le coin est bien chic, est bien calme, c'est bien détendu. On passe du bon temps, on bavarde un peu, on cause les amis et puis bon, on attend que le soleil se couche pour rentrer à la maison. Seul ou en famille, ce férié est idéal pour se ressourcer avant la reprise du service. Il était bon de venir passer du temps au bord de la plage pour se ressourcer. Et puis voilà, afin d'amorcer la semaine à partir de demain. Voilà, je suis venu en famille avec mon fils, voilà, passer du temps avec lui, histoire de prendre du bon temps. C'était la fête, juste une détente. Comme c'est un jour de férié, juste en profiter. Il fait très chaud, donc on est venu boire un peu. Le programme d'aujourd'hui, c'est qu'on est venu s'amuser un peu. On est venu voir comment la mer est. En tout cas, on s'amuse, on est contente. Et pour la bonne organisation des activités de cette plage, Armand et son équipe veillent au grain. L'ambiance de ce matin, c'est bon, c'est un peu dur. Il y a les gens qui sont dans l'eau, qui sont là s'amuser, il y a les gens qui sont là manger, il y a les gens qui sont en bois. Qu'est-ce que l'ambiance est là, il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien. Jusqu'à 18h, on siffle. À 17h30, on fait sortir tout le monde dans l'eau. 18h, tout le monde entre chez lui, comme d'habitude. Un peu plus loin, nous rencontrons la famille Sangaré, qui profite de cet après-Ramadan pour une sortie détente. On bouge beaucoup, on n'a pas le temps d'être avec les enfants. Si la fête est arrivée, que c'est un jour férié, il fait venir les enfants pour qu'on puisse tous s'amuser ensemble et puis prendre du plaisir. Ouais, maintenant des photos sur moi. Et puis après, je vais les envoyer dans un petit restaurant. Ils vont commencer à manger et puis bon, c'est ça. À la plage ou ailleurs, musulmans ou non, ce férié profite à tous. Si certains préfèrent se reposer à la maison, en attendant la reprise du travail, d'autres préfèrent profiter de ce jour autrement. Hier dimanche 30 mars, des milliers de jeunes catholiques se sont retrouvés au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe, une 3e édition du pèlerinage diocésain de la jeunesse d'Abidjan. La grande rencontre spirituelle avait pour objectif de renforcer la foi des participants et de les encourager à être des artisans de paix et de cohésion sociale. Le compte rendu de Faltia Koulibaly et Joseph Zécré. Le dimanche 30 mars 2025 s'est tenu au stade olympique d'Ebimpe
la 3e édition du pèlerinage diocésain de la jeunesse catholique d'Abidjan, organisée par l'aumônerie et le bureau de l'Office diocésain de la pastorale des jeunes d'Abidjan, ODPJA. Placé sous le thème « En cette année synodale, jeunes catholiques, soit acteurs de paix et de cohésion », cette rencontre a rassemblé plusieurs milliers de jeunes ainsi que des familles et des membres du clergé. Cette journée a été marquée par des moments forts de prière, de partage et de célébration. À travers des enseignements, des témoignages et des échanges intergénérationnels, les participants ont été invités à renforcer leur foi et à s'engager activement en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Tout ce pèlerinage-là représente quelque chose d'important pour l'Église catholique, puisque nos pères évêques nous invitent à la synodalité. Et la synodalité, c'est marcher ensemble, c'est vivre ensemble. C'est pour dire que l'Église est universelle. En tant que jeune, c'est un tremplin pour se rapprocher du Seigneur parce que c'est la jeunesse qui porte le cœur de l'appel. Donc ce moment-là, c'est un temps d'appel à l'évangélisation au service du Seigneur. L'homme de tout temps était à la recherche de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Même quand on se retrouve dans les vices, c'est une manière de chercher à retrouver ce qu'on a perdu avec le péché d'Adam et Ève. Et si aujourd'hui, on a trouvé la bonne voie pour trouver ce chemin-là, c'est-à-dire le Seigneur, nous devons tous être acteurs de cohésion sociale, acteurs de paix pour cette année importante, non seulement année jubilaire pour l'Église, mais aussi année d'élection pour la Côte d'Ivoire. Cette année, tous les jeunes, chaque jour, doivent diffuser les messages de paix. Cette édition du pèlerinage diocésain a ainsi été un moment fort pour la jeunesse catholique d'Abidjan, réaffirmant son rôle essentiel au sein de l'Église et de la société. Et pendant ce temps, la cohésion interne à l'Église du christianisme céleste mise à mal, le leader de l'Église, Eddie Moublin Jacob, est de nouveau contesté. Et pourtant, les partis étaient parvenus à un accord. Dans un communiqué pastoral publié hier dimanche, Eddie Moublin Jacob appelle ceux qui lui disputent son autorité à revenir à la maison pour l'unité de l'Église. Les précisions de Thiemé Dangé et Tanguy Konan. Paroisse Mère Vridi Port-Boué, siège diocésain de l'Église du christianisme céleste. À l'intérieur, plusieurs fidèles autour du pasteur national investi par le prophète fondateur Oshofa. Tous rassemblés pour le message pastoral du leader céleste ivoirien qui voit son autorité à nouveau contestée avec la résurgence de la crise interne de leadership. Une situation alimentée selon lui par l'indiscipline. Dans l'Église, l'inférieur ne préside pas au supérieur. C'est une Église sacro-sainte. C'est le plus gradé qui bénit. Et le prophète Oshofa, le fondateur, m'a fait grader ici en Côte d'Ivoire avant de mourir. Papa m'a aussi a confirmé. Mécontent de la nouvelle crise qui secoue son église, Eddie Moublin Jacob tire la sonnette d'alarme, sifflant dans la foulée la fin de la récréation. On ne laissera pas quelqu'un s'amuser avec nous. Notre église est sacro-sainte. J'ai 80 ans et l'heure n'est plus à la plaisanterie. Au lieu d'aimer comme les Nigérians en Mébada, comme les Nigérians en Méaba aussi, que ceux qui désavouent et diront, eh bien, tant pis pour eux, c'est terminé la récréation. L'Église du christianisme céleste compte principalement une forte communauté dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, où sont implantées plusieurs paroisses dont celle de Vridi Port-Boué, avec pour leader Eddie Moublin Jacob. Dans l'actualité hors de nos frontières, la présidentielle au Gabon est prévue pour le 12 avril prochain. 8 candidatures ont été retenues pour ce scrutin, dont celle de Brice Clotaire Oligui Nguema, l'actuel président de la transition et favori du scrutin. Il a lancé sa campagne au stade de l'Amitié, dans la capitale gabonaise. Salifi Alekwe. Devant ses participants convaincus par les 19 mois de transition du Gabon, le président candidat Brice Oligui Nguema a promis samedi une victoire historique et défendu son bilan en lançant sa campagne pour les élections du 12 avril. À son entrée dans un stade de la banlieue de Libreville, entouré de sa femme et ses enfants, l'ancien chef de la garde républicaine, qui a mis fin par un coup d'État en août 2023, à 55 ans de règne des Bongo, fait le tour de la pelouse.
Il lance un salut militaire, imite le geste de l'éclair de l'athlète Usain Bolt en direction de la foule. Quand il prend la parole, il martèle son slogan inspiré de ses initiales complètes, CBON, omniprésente sur les t-shirts et casquettes. Mon projet repose sur 6 piliers. 1. L'accès à l'eau potable, à l'électricité et à la réforme du secteur. 2. L'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. 3. Le développement des infrastructures. 4. Le capital humain et la justice sociale. 5. L'économie et le développement. Et enfin, 6. La gouvernance des institutions. Mon ambition est simple, permettre à chaque Gabonais de vivre dignement. Avant même la campagne officielle, il a multiplié les déplacements sur les terrains pour inaugurer des routes, lancer des chantiers ou assister à des messes. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est vraiment l'homme de la situation que le Gabon a trouvé. Et nous sommes convaincus que le peu qu'il a fait en 18 mois, s'il a un septennat, il va faire des choses remarquables. Face à lui, 7 autres candidats, dont Alain-Claude Bilimbinze, ancien Premier ministre du président déchu, Ali Bongo. Et cette nouvelle reçue comme un coup près par le Rassemblement national en France, Marine Le Pen, pour l'instant, ne sera pas candidate à la présidentielle de 2027. La justice l'a reconnue aujourd'hui, coupable de détournement de fonds publics et complicité dans le dossier des assistants d'eurodéputés du Front National. Les détails avec Salifi Alekoué. Marine Le Pen a été condamnée lundi à une inéligibilité immédiate pour 5 ans, compromettant sa candidature à la présidentielle de 2027 dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Outre cette inéligibilité immédiate, la chef de file de l'extrême droite a également écopé d'une peine d'emprisonnement de 4 ans, dont 2 fermes aménagées sous bracelet électronique, ce qui signifie qu'elle n'ira pas en prison, et d'une amende de 100 000 €. Son avocat a annoncé qu'il allait faire appel. Eh bien d'abord en indiquant que nous allons faire appel, ce qui est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis assez, je le dis lourdement et solennellement, assez consterné de voir que l'un des motifs qui permet pour le tribunal de retenir l'exécution provisoire est l'exercice par Madame Le Pen d'une défense. La présidente a indiqué que parce que Madame Le Pen, comme les autres prévenus, avait exercé les droits de la défense, comme par exemple demander une prescription, ce qui est quand même la base de n'importe quelle défense, de n'importe quel prévenu, eh bien, il y avait un risque de réitération ou de récidive. C'est totalement, absolument incroyable. Il y a une forme de criminalisation de la défense que je trouve, pour ma part, extrêmement scandaleuse. Pour justifier la peine d'inéligibilité immédiate, la présidente Bénédicte Depertus a déclaré que le tribunal avait pris en considération, outre le risque de récidive, le trouble majeur à l'ordre public, en l'espèce le fait que soit candidate à l'élection présidentielle une personne déjà condamnée en première instance. Au total, 23 autres personnes ont été condamnées, ainsi que le FN devenu RN, qui s'est vu infliger 2 millions d'euros d'amende, dont 1 million ferme, et une confiscation d'1 million d'euros saisie pendant l'instruction. Le Parti socialiste a appelé à respecter l'indépendance de la justice et l'état de droit dans un court communiqué. Dans quelques instants, retrouvez Focus Faits divers et cette nouvelle histoire palpitante. L'amant d'Aline a filmé leurs ébats sexuels à son insu et publié la sextape sur les réseaux sociaux. C'est Evelyne Débat qui nous racontera tous cette histoire. Et voilà, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Demain à 19h50, Mélina Makissi sera aux commandes de votre journal. Passez une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.